Le Mali est vice-champion d'Afrique des moins de 17 ans. Les Aiglonnins ont été battus cet après-midi par le Maroc, pays organisateur lors de la séance de tir au but. Le parcours des Aiglonnais est salué par les autorités de la transition et le monde sportif. La communauté chrétienne célèbre demain 20 décembre Pâques à la résurrection de Jésus-Christ. Dans leur message, le ministre en charge des affaires religieuses, l'archevêque et le délégué général de l'AGMPM saluent la résilience des Maliens et les invitent à la solidarité pour la paix et la stabilité du pays. Une délégation de l'Association des municipalités du Niger est en visite à Bamako. La délégation est venue s'inspirer de l'expérience malienne dans le fonctionnement des municipalités. Elle a rencontré hier les autorités de la transition et les responsables chargés de la gestion des collectivités. L'objectif est d'uniformiser les pratiques au sein de l'espace AES. SOS, le fleuve Niger se meurt, il est pollué, ensablé. Après la crue exceptionnelle que le pays a enregistrée l'année dernière, le lit du fleuve contient de grandes épaisseurs de roches. Plusieurs raisons sont avancées par les spécialistes des questions environnementales pour expliquer cet état du fleuve. C'est le grand format de la rédaction. Voilà les titres de votre journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Vous servir est un plaisir. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche 20 avril Pâques, la résurrection de Christ. À cette occasion, le ministre en charge des affaires religieuses, l'archevêque et le délégué général de l'AGMPM, dans leur message, saluent la résilience des Maliens et les invitent à la solidarité pour la paix et la stabilité du pays. Le résumé de leur message avec Tchemro Konati. Les fidèles chrétiens fin prêts pour célébrer le Christ ressuscité. Cela s'appelle la fête de Pâques, une fête qui sanctionne 40 jours de jeûne et d'intenses prières. En cette solennité de la résurrection du Seigneur, lumière éclatante au cœur de notre foi, je proclame avec une espérance renouvelée que la vie l'emporte toujours sur la mort, que la paix demeure possible et que l'avenir s'éclaire lorsque nous s'agissons d'avancer ensemble, unis dans la vérité, la justice et la fraternité. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante au salut? Il a montré que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre nom. Cela prouve que Dieu a le pouvoir de nous élever d'entre les morts. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ m'offre l'heureuse occasion de souhaiter à toute la population malienne et particulièrement à la communauté chrétienne une heureuse et joyeuse fête de Pâques. Au nom du président de la transition, chef de l'État et le Premier ministre, et à mon nom propre, je souhaite à nos frères et à nos amis chrétiens du Mali et de tout le monde entier une bonne fête de Pâques. Je salue de passage la résilience de la population malienne, la résilience à travers laquelle une paix durable sera inscrite au Mali et que le développement sera garanti pour tous les Maliens. Un développement durable qui constitue la première aspiration de tous les Maliens eu égard à la multitude de défis qui traversent le pays. Des défis notamment d'ordre sécuritaire, économique et social, d'où la nécessité pour le ministre de formuler des vœux. Que cette fête de Pâques soit pour nous le passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour, du calvaire à la gloire. Notre pays a tant souffert. Nous implorons le Dieu à travers notre unicité et notre unification à ce qu'il fasse retourner la paix au Mali, la solidarité et l'entraide entre tous les Maliens. Les défis sont certes immenses, mais pas impossibles à relever. Conviction du ministre Koné qui invite les uns et les autres à intégrer cette notion tout en faisant de la synergie leur credo pour une sortie de crise.
Voilà, actualité oblige, c'est l'heure du sport dans cette édition. CAN Maroc des moins de 17 ans, les Aiglonnais sont tombés cet après-midi, les armes à la main. En plateau avec moi, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Hawadetima Kamara. Bonsoir tout le monde. Alors, Abdul Karim Kaba, les cadets maliens ont été battus en finale par le Maroc, pays organisateur, à la séance de tir au but. Oui, score final 4-2. Au terme du temps réglementaire, le score était de 0 but partout. Vainqueur du trophée en 2015 et 2017. Le Mali se contente cette fois-ci de la médaille d'argent. Le point avec Kodi Sibi. Les Aiglonnais manquent de peu un nouveau sacre continental dans cette catégorie au terme d'une rencontre intense. Pourtant, dès le début de la rencontre, les jeunes Maliens avaient imposé leur rythme, se créant les meilleures occasions. Les Issa Tunkara et autres Soumaïla Fane auraient pu prendre un avantage conséquent, n'eût été souvent le manque de chance. Il faut reconnaître qu'en face, il y avait aussi un portier marocain très décisif dans les arrêts. Bien que les Lionceaux aient essayé de réagir avec l'aide du public, les cadets maliens restaient bien en place. En deuxième période, Soumaïla Fane, Lamine Sidiki Keita et leurs partenaires reviennent à la charge. Mais le dernier rempart marocain, Chouaib Belarouche, stoppait toujours les tentatives du Mali. Très solidaires dans l'effort, les cadets maliens gardaient leur énergie défensive, mais ne parvenaient pas toujours à faire la différence en attaque. Le temps réglementaire est bouclé à 0 but partout et la décision devait finalement se faire à la séance des tirs au but. Cet exercice sourit malheureusement à l'équipe marocaine qui s'impose 4-2. Les jeunes Maliens se contentent de la médaille d'argent. Notre équipe nationale des moins de 17 ans réalise ainsi un parcours plus qu'honorable dans une compétition où elle a laissé une très bonne image. Et oui, Abdul Karim Kaba, les poulains de Adama Djefla Diallo ont vraiment essayé. On l'a suivi en direct à la télé sur ORTM1. C'est pourquoi le parcours de ces Aiglonnais est salué par les autorités. Et oui, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et l'ensemble des membres du CNT ont suivi la finale de la CAN U17 Maroc 2025 opposant les Aiglonnais du Mali aux Lionceaux de la classe ce samedi 19 avril 2025. Atteindre la finale d'une compétition continentale est une performance exceptionnelle, le fruit d'un travail acharné, d'une discipline rigoureuse, d'un esprit d'équipe fort et d'un amour profond pour le pays. Les U17 ont fait vibrer le cœur des millions de Maliens, de leurs supporters à travers le monde et particulièrement dans les pays de l'AES qui ont suivi avec ferveur chaque match, chaque geste technique des U17 et chaque moment de cette belle aventure. Le président du CNT salue l'encadrement technique, la Fédération malienne de football et le département des sports, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce parcours honorable. Le futur appartient au U17. Cet autre communiqué, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, suite à la défaite de l'équipe nationale U17 au tir au but 4-2 face au Maroc, pays organisateur, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement adresse ses félicitations à l'équipe nationale du Mali pour son parcours honorable lors de cette compétition. L'abnégation, le désir et la volonté ferme sur le terrain démontrent à suffisance que l'avenir appartient au Mali et à sa jeunesse engagée. Le ministre rassure que ces jeunes seront bien renforcés et préparés pour une bonne représentation de notre pays et de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Le ministre adresse ses remerciements à l'encadrement technique, à la Fédération malienne de football, à l'ambassadeur du Mali au Maroc et à tout son personnel pour le travail abattu, à la presse sportive et aux populations pour le soutien indéfectible.
Et bravo aux nôtres. Nous allons pédaler un peu, Abdul Karim Kaba. Oui. Tour cycliste international, le Mali remporte la 6e étape Fana Koulikoro. Le trio gagnant est Tchemoko Djamoutene, Yaya Diallo et Daouda Djiri. Et oui, ils sont tous de Ganadougou, la capitale du vélo au Mali. Il s'agit bien de Tchemoko Djamoutene de l'équipe régionale de Ganadougou, Yaya Diallo et Daouda Djiri de l'équipe nationale. La 6e étape a été courue ce samedi entre Fana et Koulikoro. Malgré cette belle performance des Maliens, le Belge Dedeker détient toujours le maillot jaune. Le résumé de la journée avec nos envoyés spéciaux Famour Durté et Aboubakar Traoré. Les Maliens ont ajusté les Belges à l'arrivée de la 6e étape du 11e Tour cycliste international du Mali. Sur une distance de 92 km 200 entre Fana et Koulikoro, Tchemoko Djamoutene est arrivé en 2h02 minutes et 10 secondes. Il est suivi par deux autres Maliens, Yaya Diallo et Daouda Djiri. Je suis très heureux aujourd'hui pour cette victoire d'étape. Depuis le début de la compétition, les plans d'équipe n'ont jamais marché jusqu'à cette 6e étape. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est aussi la première fois que le podium est 100% malien. Il reste une étape pour aller chercher le maillot jaune. Nous avons besoin des bénédictions de tout le monde pour atteindre cet objectif. Le président de la Commission nationale d'organisation du 11e Tour cycliste international du Mali a vivement salué la prouesse de l'équipe malienne qui a pris les 3 premières places du trajet Fana Koulikoro. Les 3 premiers sont des Maliens. C'est quand même encourageant. Ça demande déjà que le reste des étapes, on a encore la chance pour pouvoir quand même relever le défi. Et ensuite, par rapport à l'aspect organisationnel, je ne vais pas me jeter de fleurs. Je vois que les gens se sont investis. Ils ont conjugué des efforts pour que les choses puissent se passer très bien. Du début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident majeur et tout se passe bien. Au nom du gouverneur de la région, le directeur de cabinet Mahamar Agaïsadou Aïdara s'est réjoui du choix porté sur la capitale du Mégadan pour abriter une séquence de cette belle fête du vélo. Je voudrais féliciter et remercier les hautes autorités pour l'organisation de ce tour cycliste international. Et remercier vraiment le département des sports et de la jeunesse pour avoir introduit dans le circuit notre belle ville, la ville de Koulikoro. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux de vous recevoir. À une étape de la fin du 11e Tour cycliste international du Mali, le Belge Bjorn Dedeker détient toujours le maillot jaune avec 1 minute et 4 secondes d'avance sur Yaya Diallo. Le suspense est à son comble. En tout cas, les amoureux du vélo verront ce dimanche sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako un champion tardif ou le couronnement du leader. Et oui, cette 11e édition du Tour cycliste international du Mali s'achève ce dimanche après l'étape Koulikoro-Bamako et sur le boulevard ici donc ce dimanche. Merci bien Abdul Karim Kaba pour toutes ces précisions. On se dit à demain. Plaise à Dieu. Inch'Allah. Une délégation de l'Association des municipalités du Niger est en visite à Bamako. La délégation est venue s'inspirer de l'expérience malienne dans le fonctionnement des municipalités. Elle a rencontré hier le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et les responsables chargés de la gestion des collectivités. L'objectif est d'uniformiser les pratiques au sein de l'espace AES. La synthèse de la journée d'hier avec notre reporter Batraouri. C'est par le siège de l'Association des municipalités du Mali que la délégation nigérienne a entamé sa série de rencontres. Le directeur exécutif de l'Association des municipalités du Mali et le président ont, pendant près d'une heure d'échange, édifié les membres de la délégation du Niger sur le fonctionnement de l'association, ses acquis et ses difficultés. Nous avons échangé sur les questions d'actualité. Les questions d'actualité, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la stabilité, c'est aussi le développement communal. En conclusion, c'est que nous vivons les mêmes réalités, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et nous devons nous donner la main pour pouvoir faire face en tout cas à tous ces problèmes-là. Le colonel Boubacar Soumana Garanké, président de l'Association des municipalités du Niger, et sa délégation se sont ensuite rendus à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako pour le même exercice. Je considère aujourd'hui comme un très grand jour. Le fait de recevoir à la mairie du district cette délégation, ça nous va droit au cœur. C'est l'AES en marche, l'AES qui gagne, l'AES c'est l'avenir. La dernière séance de travail de la matinée s'est déroulée au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation.
Là, les interlocuteurs de la délégation nigérienne sont les responsables de la Direction générale des collectivités territoriales, de l'ANCT et de la Direction nationale des frontières. Voir dans quel cadre les structures qui appuient la décentralisation peuvent collaborer dans le cadre de l'AES. Nous venons de commencer les différentes discussions, voir quel cadre nous pouvons mettre en place pour que nos structures d'appui à la décentralisation puissent être une réalité pour nos trois pays et qu'on puisse vraiment déclencher un développement à travers la décentralisation de ces différentes collectivités territoriales que nous servons. Ça nous a permis vraiment de faire des échanges fructueux pour le rayonnement de nos deux capitales. Nous avons fait des échanges concrets sur la décentralisation, le cas du Mali et le cas du Niger. Donc ces échanges fructueux nous ont permis de voir les similitudes et les points améliorés pour le bonheur de nos populations. La visite à Bamako de la délégation nigérienne fait suite à celle effectuée au Burkina Faso. Les trois pays ont à cœur d'uniformiser les pratiques en matière de décentralisation dans l'espace AES. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Simon Kelema, a présidé hier les travaux de la première concertation entre son département et les organisations professionnelles agricoles. Cette rencontre vise la promotion des filières agricoles. Elle s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des organisations interprofessionnelles afin d'assurer une gestion efficace des dites filières. Le reportage de Djema Moussa Koulati. Cette première concertation entre le ministère de l'Agriculture et les organisations professionnelles agricoles est la suite logique du processus visant à conclure un accord cadre avec les acteurs des organisations professionnelles agricoles. Cette initiative du ministère de l'Agriculture a pour vocation de définir les axes stratégiques et les modalités de coopération entre les interprofessions et les autorités de tutelle en matière de gestion des filières agricoles. Tout le monde connaît le coton aujourd'hui qui a pu décoller et les autres qui n'ont pas encore pu décoller. Et avec ce cas de concertation, ça va permettre de faire des prélèvements qu'on appelle les cotisations volontaires obligatoires, qu'on appelle CVO. Et ce CVO va permettre de régénérer beaucoup d'argent dans l'agriculture et ça va permettre aussi de décoller les interprofessions. Pour le ministre de l'Agriculture, cette initiative devra permettre d'approfondir la réflexion sur l'inclusivité et la responsabilité effective des interprofessions dans le développement et la promotion des filières agricoles dans notre pays. Pour atteindre rapidement l'objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle prônée par notre politique de développement agricole, notre pays s'est engagé en faveur d'une agriculture compétitive, moderne et favorable aux exploitantes et exploitants agricoles. Dans la perspective d'un développement harmonieux, cohérent et soutenu de notre secteur agricole, à travers la mise en œuvre coordonnée des actions de promotion agricole, l'approche filière a été privilégiée dans la conduite de notre politique de développement agricole. Au nombre de 16 aujourd'hui, ce sont 13 interprofessions qui sont reconnues par les autorités de tutelle. Parmi les attentes figurent en bonne place la promotion de l'agriculture contractuelle, la mise en place du système national d'information sur les filières agricoles et l'institution de la contribution volontaire obligatoire au sein des interprofessions. Restons dans le domaine de l'agriculture. La région de Tombouctou prépare activement la campagne agricole 2025-2026. Une rencontre d'échange a regroupé tous les acteurs du secteur. La mise en place des pépinières, des intrants agricoles, le paiement des redevances et la mise en état de certains chenaux des plaines sont entre autres défis qu'il faut relever avant le démarrage de la campagne selon les acteurs du domaine. De Tombouctou, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. En vue d'accroître la productivité agricole et garder les rangs de deuxième producteur de riz de notre pays, les acteurs du secteur se rencontrent pour un démarrage rapide de la campagne agricole 2025-2026. Suite aux inondations survenues l'année dernière, les producteurs et leurs partenaires veulent anticiper pour une campagne agricole réussie. Les difficultés et les propositions de solutions ont été largement discutées par les participants. Donc nous avons réfléchi, nous avons dégagé des pistes de solutions qui réellement, si elles sont mises en œuvre, nous permettra vraiment de respecter le calendrier agricole et de pouvoir réussir la campagne. Donc l'autre aspect également, l'autre piste de solutions que nous avons dégagé, c'est de procéder à l'irrigation d'appoint.
faire l'irrigation d'appoint, parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'au niveau de plusieurs périmètres irrigués villageois qui gravitent sur des bras, l'eau n'arrive qu'assez tardivement. Donc ceci ne peut pas respecter le calendrier agricole. Cette rencontre a été aussi une occasion pour les partenaires techniques de dévoiler les projets et programmes en faveur des agriculteurs de la région relatifs à l'aménagement des plaines. Nous avons tenu cette rencontre de sensibilisation des producteurs agricoles dans la région de Tombouctou pour un démarrage rapide de la campagne agricole 2025-2026. Et c'est là un seul but, afin d'éviter, si vous voulez bien, les inondations que nous avons connues l'année 2024 et 2025 dans la région de Tombouctou. Ces échanges ont été salués par les producteurs agricoles des plaines de la région qui s'engagent désormais à œuvrer pour l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire en région de Tombouctou. Une nouvelle filière s'ouvrira dans les jours à venir à l'école normale supérieure ENSUP. Il s'agit de la filière alphabétisation et éducation non formelle en cycle licence et master. Elle a été présentée hier au ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était en présence de notre reporter Daouda Kone. Dans une volonté de renforcer l'inclusion éducative au Mali, la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, en collaboration avec l'école normale supérieure ENSUP de Bamako, a lancé un projet de création d'une filière universitaire. Il s'agit de la filière alphabétisation et éducation non formelle en cycle licence et master. Cette filière vise à professionnaliser les enseignants et cadres du secteur en leur offrant des compétences pédagogiques, méthodologiques et techniques. C'est un nouvel apport parce que le problème qui existerait dans l'éducation non formelle, ceux qui enseignent l'éducation formelle aux apprenants ne sont pas formés. Donc ceux-ci vont avoir une formation vraiment éducative très bonne à l'ENSUP et à leur sortie maintenant, ils peuvent former des apprenants à l'éducation non formelle en tant qu'enseignants. Les représentants des deux départements ministériels ont démontré tout au long de ce processus un engagement sans faille et un professionnalisme qui sont des gages d'une appropriation de cette réforme au service de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali. L'UNESCO renouvelle sa disponibilité à poursuivre son appui sous le leadership des autorités politiques afin de finaliser le processus et ouvrir cette filière de formation à l'ENSUP. Cette initiative constitue une réponse aux besoins du pays en matière de formation spécialisée pour les professionnels de l'éducation non formelle. La rareté, voire l'absence de ressources humaines qualifiées, de spécialistes du sous-secteur n'a pas été sans gêner le processus. Dans un tel contexte, évidemment, la nécessité d'avoir des filières de formation spécifiques à l'alphabétisation, l'éducation non formelle dans le cadre de l'enseignement supérieur, évidemment, s'impose. La présentation des travaux est réalisée pour élaborer le programme de la filière, le processus d'ouverture de la filière et la remise des documents ont été les temps forts de la cérémonie de présentation de la filière alphabétisation et éducation non formelle à l'école normale supérieure ENSUP. Œuvre sociale du président de la transition, le centre de santé de référence de la commune 3 et le centre national de transfusion sanguine ont été dotés de panneaux solaires cet après-midi. Un engagement du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui vise à atténuer les souffrances de ses compatriotes en cette période de forte chaleur. Ces structures, tout comme les précédentes, fonctionnent 100% à base de l'énergie solaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller spécial du président chargé des œuvres sociales et le ministre en charge de la santé. Nous retrouvons Daouda Kone. Des installations solaires à la disposition de quelques structures sanitaires dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Il s'agit du centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako avec une capacité de 600 kWh. En 2024, chaque mois, nous dépensons en termes de carburant, je dis bien, 2,5 millions par mois avec ces installations qui est jusqu'à 600 kW par heure qui prend tout le centre 24 heures sur 24. Nous allons faire tout avec mes personnels d'offrir le meilleur de nous pour la qualité des soins.
Tout comme le centre de santé de référence de la commune 3, le centre national de transfusion sanguine CNTS de Bamako aussi réceptionne une installation solaire d'une capacité de 400 kWh. Nous avons pour mission de collecter les sangs, de préparer, de qualifier et de rendre disponibles pour les établissements de santé. Cette donation va permettre non seulement nous permettre d'assurer la production des produits sanguins, d'un composant sanguin. Aujourd'hui, les malades ont surtout besoin des composants sanguins, à savoir les concentrés de globules rouges. Des malades ont besoin de plasma frais congelé. Des malades ont besoin de concentrés plaquettaires. Et cette donation va nous permettre de renforcer et d'accélérer aussi cette production de composants sanguins. Ces installations bien entretenues permettront à ces structures de jouer pleinement leur rôle pour sauver des vies et donner aux Maliens un service de qualité. C'est vraiment une grosse épine, on dirait même une pointe qu'on a enlevée de nos pieds aujourd'hui, parce que toutes ces structures visitées, on voit qu'ils sont pris à 100% par l'énergie solaire. Qu'il en soit remercié. Dire à ceux qui bénéficient de ces installations d'en prendre beaucoup soin, c'est de gros investissements et d'en prendre soin pour que d'autres centres puissent en bénéficier. Le président de la transition veut apporter sa solidarité et son soutien, son patriotisme au peuple malien, et que d'autres personnes puissent imiter le président de la transition. La fourniture en continu de l'électricité dans les hôpitaux et autres centres de référence contribue à l'amélioration des soins et de santé envers la population et un meilleur suivi des équipements sanitaires. AIS Actualité, nous sommes au Niger. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani a reçu en audience hier l'activiste panafricaniste Nathalie Yamba. Cette dernière était venue rendre compte au chef de l'État des activités menées pendant son séjour. Le résumé de cette audience avec nos confrères Abdul Karim Maman Barmou et Mahamadou Adamou. Reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, l'activiste panafricaniste engagé Nathalie Yamba, qui accompagne le président d'urgence panafricaniste Niger, Abdraman Oumarou, est venu faire le point au chef de l'État de leur rencontre d'échange avec les étudiants et les populations des régions de Dosso et Niamey sur les sujets d'actualité. Nous avons souhaité le féliciter et féliciter l'ensemble du peuple à travers lui pour la tenue des assises qui a montré la capacité des Nigériens à pouvoir prendre en main eux-mêmes leur destinée, décider de ce qui est bon pour eux et l'assumer vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du monde, qui a doté le pays dorénavant d'institutions qui permettent de se projeter sereinement dans l'avenir. Nous avons aussi rendu compte au chef de l'État des activités que nous avons eues depuis notre arrivée, qui ont consisté à aller échanger avec les étudiants, avec les populations à Niamey et à Dosso, d'aller leur parler des différentes thématiques pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va advenir dans le futur. Vous savez, les mécanismes pour essayer d'empêcher l'éclosion du progrès chez nous sont toujours les mêmes qui sont réutilisés par les mêmes personnes. Il est bon de bien les analyser, de bien les connaître pour pouvoir éviter les pièges qui se tendent. C'est ce que nous avons fait. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du colonel-major Abdraman Amadou, ministre des Transports et de l'Aviation civile, et du docteur Soumana Boubacar, ministre directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement. Direction le Burkina Faso, le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était en visite à la filature du Sahel hier vendredi. Une visite pour toucher du doigt les réalités dans cette unité industrielle, mais aussi encourager le personnel pour le travail abattu. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour rassurer les travailleurs que le gouvernement réunira toutes les conditions afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Bamakan Yannick Dabiré et Ismaël Saturnin pour le reportage. Sa présence à la filature du Sahel ce matin
est d'une grande importance lorsqu'on sait combien la question des entreprises nationales est au cœur de la vision des plus hautes autorités. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, avec à ses côtés plusieurs membres de son gouvernement, salue le travail abattu dans cette unité industrielle de fabrication de fils de coton qui fait la fierté de l'économie nationale. Il s'agit également d'encourager le personnel à maintenir le cap pour répondre davantage aux défis du moment. Nous repartons très édifiés par ce que nous avons vu ici au niveau donc de l'unité industrielle FILSA, autant par la capacité de production, autant par la capacité d'innovation et surtout par la capacité en termes de création d'emplois, parce que ce sont plus de 450 personnes qui sont employées ici. Et notre visite ici revêt donc une symbolique en termes d'encouragement, parce que ce qui se fait ici est conforme à la vision et aux orientations du chef de l'État, qui est donc de travailler à l'émergence de fleurons de l'industrie au Burkina Faso. FILSA est un des fleurons. Et nous avons foi que c'est une unité qui a une grande capacité, une grande marge de progression. Tout n'est pas rose à la FILSA. L'entreprise fait face à de nombreuses difficultés. Mais le Premier ministre est là avec un message rassurant. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour donner à cette entreprise nationale, à l'instar des autres, toutes les chances de s'épanouir comme il se doit. C'est une unité qui est victime d'une concurrence déloyale avec une forte importation de fils de mauvaise qualité. Les grandes décisions ont été prises de façon courageuse par le gouvernement pour protéger bien sûr le marché du fil. Et les effets se font déjà sentir parce que de janvier à maintenant, selon donc les statistiques qui nous ont été communiquées, ce sont plus de 50 personnes qui ont déjà été rappelées parce qu'auparavant l'unité était obligée bien sûr de mettre une partie de son personnel au chômage. Et là, l'unité a recommencé donc à faire revenir ces employés-là et en principe ça devrait aller donc en s'améliorant. Le gouvernement est engagé et déterminé à faire tout pour que le Burkina Faso puisse donc en tout cas relancer le secteur de l'industrie parce que c'est en cela qu'on peut avoir véritablement les bases d'un développement durable et endogène. La FILSA, créée en 1997, a une capacité installée de 5000 tonnes par an de fils open-end. Un mot de littérature avec la présentation du nouveau livre de l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Amani. L'ouvrage s'intitule « Bâtir un nouveau Mali ». À travers cette publication, l'auteur révisite l'histoire politique du Mali de l'indépendance à nos jours en mettant en lumière les crises récurrentes, les transitions. Bref, l'auteur se projette dans le futur avec des propositions de sortie de crise. La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités dont certains ont fait des témoignages. Bâtir un nouveau Mali, les grandes lignes avec Aridjou Matina. Homme d'exception, grand commis de l'État, Ahmed Mohamed Ag Amani semble plus que jamais désormais piqué par le virus de l'écriture. D'éminentes personnalités assistent à travers cette rencontre dédicace à la présentation du second ouvrage de l'ancien Premier ministre intitulé « Bâtir un nouveau Mali » après la publication d'un premier livre en octobre 2022, « Une vie pour le Mali ». Ayant marqué d'une empreinte presque indélébile plus d'un demi-siècle de marche de son pays, le Mali, dans cette dernière décennie, Ahmed Mohamed Ag Amani, préoccupé par la crise qui accable son cher et beau pays, le Mali, tente de faire comprendre dans l'ouvrage les tenants et les aboutissants de la crise, avec à la clé plusieurs questions. Bâtir un nouveau Mali représente à mes yeux une valeur symbolique particulière, car exposant dans un style simple, clair et accessible, tout ce que je voudrais de mieux ou considère souhaitable pour le Mali. Avec l'ambition de tenter de faire comprendre d'où nous venons depuis notre indépendance en 1960, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire pour construire demain ce pays auquel nous aspirons profondément.
Écartant toute forme de violence, d'extrémisme et d'exclusion, bâtir un nouveau Mali se veut un vibrant plaidoyer en faveur de la paix véritable, de la démocratie authentique et du développement. Dans sa démarche, l'auteur appelle la jeunesse en tant que fer de lance de la nation à jouer le rôle qui lui est dévolu. Conformément à mon credo « Une vie pour le Mali » et en guise de contribution, je propose dans ce nouvel ouvrage une vision qui synthétise plus d'un demi-siècle d'expérience à divers niveaux de responsabilité, laquelle vision est soutenue par une stratégie des actions volontaristes pour relever les principaux défis que sont la sécurité, la paix et le développement. Lorsque nous parlons du Mali à reconstruire pour un meilleur avenir dans 30 ans ou 50 ans, à qui nous adressons-nous? Assurément à cette jeunesse que je voudrais inviter à s'assumer et à prendre ses responsabilités, car sans elle, qui viendra faire le pays pour qu'il soit digne de nos ancêtres, digne de nos ambitions? On ne peut pas construire un nouveau Mali, un Mali nouveau, si le diagnostic n'est pas fait de façon claire par nous-mêmes. Et je pense que c'est à cela que ce livre invite, après un diagnostic, de ce que nous vivons au plan politique, au plan économique, au plan même de nos comportements, et qui fait que la paix ne sera pas si chacun ne se remet pas en cause. Une grande satisfaction de savoir qu'un homme de cet âge, après toutes les péripéties qu'il a connues ces derniers temps, continue, comme de par le passé, à réfléchir, à écrire, à faire des propositions pour trouver des solutions à cette crise multidimensionnelle qui ébranle le pays depuis maintenant pratiquement 2 décennies. Donc c'est toujours utile et je me réjouis du fait que chaque fois qu'il produit, que ce soit un livre ou que ce soit qu'il organise une conférence et tout, c'est toujours avec le même engouement que les forces vives sont là. Structuré en 4 points, l'ouvrage évoque entre autres un avant-propos dans lequel le contexte est clairement campé, ensuite l'historique politique et social du Mali indépendant, puis une nouvelle approche de la résolution de la crise multidimensionnelle. Des témoignages magnifiant le parcours exemplaire de celui qui est fils des bergers nomades, comme il aime à le dire, et qui a accédé aux plus hautes fonctions de l'administration de son pays, ont marqué la cérémonie. Voilà, retrouvez donc dans vos librairies. Nous nous rendons à Koulikoro pour parler de la visite de la 2e promotion des officiers stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité. Les officiers stagiaires ont visité le centre d'instruction Boubacar Salassi, la Comanave et l'usine des Grands Moulins du Mali. Ce déplacement entre dans le cadre de leur voyage d'études de Koulikoro, le reportage de Adaman Traoré. Les officiers stagiaires ont été mieux édifiés sur les centres d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro à travers des exposés des différents responsables des écoles qu'abritent les centres. Nous avons ici au sein de ce centre 3 grandes écoles. L'école militaire interarmes, l'école d'application et de perfectionnement des officiers et l'école d'état-major. Donc nous avons pratiquement le niveau tactique de base, pratiquement jusqu'au niveau opératif qui est formé ici dans cette école. Que ça aille au-delà des visites d'études, pourquoi pas ne pas faire des exercices entre les 2 établissements, notamment l'école d'état-major de sécurité et l'école d'état-major également des armées. Nous sommes venus à ça fait partie de notre programme pédagogique, donc ça nous permet de savoir ce que les autres font. Les objectifs de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali ont été définis par les premiers responsables. Renforcer la cohésion au sein de ces acteurs, harmoniser les connaissances et développer l'interopérabilité au sein des forces. Après cette étape, la visite s'est poursuivie à la Comanaf. C'est qu'on a l'accompagnement des plus hautes autorités et des autorités à travers les forces de défense et les forces de protection civile et de sécurisation. L'usine Grand Moulin a constitué la dernière étape de cette série de visites du jour. Les différentes unités de production de cette usine ont captivé l'attention des visiteurs.
Partout où ils sont passés, les officiers stagiaires et leurs encadreurs ont remis des présents aux différents responsables des structures visitées. SOS, le fleuve Niger se meurt. Il est pollué, ensablé. Après la crue exceptionnelle que le pays a enregistrée l'année dernière, le lit du fleuve contient de grandes épaisseurs de roches. Entre effets du changement climatique et mauvais comportement de l'homme, plusieurs raisons sont avancées par les spécialistes des questions environnementales pour expliquer cet état du fleuve. Que faire pour éviter le pire? Une équipe de l'ERTM conduite par Daouda Kone est allée faire le constat dans le lit du fleuve Niger. C'est le grand format de cette édition. Le fleuve Niger, long de 4200 km, dont 1700 km au Mali, est à une phase de décrue au niveau des rapides de Sotiba. Cette partie du fleuve Niger présente un visage inquiétant. Autrefois, l'eau du fleuve ne tarissait pas. Mais maintenant, il y a plus d'eau, surtout pendant la saison sèche. La dernière crue n'a pas causé beaucoup de dégâts. Au contraire, ça a nettoyé le lit du fleuve. C'est qu'à partir d'ici, il y a une petite élévation du niveau du fleuve. Donc ça s'accroît jusqu'à Kényé. De telle sorte que vous constatez que quand l'eau arrive à ce niveau seulement, ça prend un autre chemin de l'autre côté. Donc il y a une petite élévation à partir des rapides de Sotiba et ça chute après Kényé. Donc vous constaterez qu'après Kényé, l'eau reprend pratiquement toute la largeur du fleuve. On doit tout faire pour sauvegarder la chaussée submersible qui était jadis l'unique pont ici à Bamako. Les menaces qui pèsent sur le fleuve brisent chaque jour des espoirs avec la rareté des espèces aquatiques. L'État doit impérativement, rapidement appliquer la politique de l'eau. La politique de l'eau, c'est quoi? Le pollueur payeur, préleveur payeur et consommateur payeur. C'est ça qui est mieux. Parce que personne ne paye les taxes de redevance. Et maintenant, qui doit prendre soin de cette fleuve tant qu'il n'y a pas de taxes de redevance? Au dire des spécialistes de l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, le fleuve est à l'état sauvage à Bamako. Pour changer cet état, un projet à leur niveau attend d'être financé. Vous ne verrez ça nulle part dans les grandes villes en Afrique et en Europe. Donc nous avons élaboré un projet de Samaya jusqu'à Sotiba. Donc ce projet consistait à réduire en réalité la largeur du fleuve et aménager la partie réduite. De telle sorte que une fois qu'on creuse là-bas, on aménage jusqu'à Sotiba. Donc cette partie-là fait partie. Il faut qu'on creuse la profondeur du fleuve de telle sorte qu'on aménage les deux rives pour que ça soit vraiment coquette, ça rend la ville coquette. L'eau va couler normalement. Pour la préservation du fleuve Niger, les propositions ne manquent pas. L'État doit prendre en main les déchets qui sont dans l'eau. Ça peut servir, c'est de l'argent qui parle. Il n'y a que des jacinthes dans l'eau. Les jacinthes là, on peut les transformer en engrais. Il y a la Fédération nationale des exploitants de gravier et du sable. Le sable, ça apporte combien? Le gravier, ça apporte combien? Il y a même des roches qui sont là. L'État peut au moins créer des épayages juste pour dynamiter ces roches-là et on peut les vendre. Avec toute cette eau qui est venue cette année, au-delà même du fleuve, nous devons travailler à faire en sorte que des retenues soient là, même au-delà du fleuve, pour que l'eau qui est venue l'année dernière ne puisse pas partir comme ça, ne puisse pas être vidée comme ça. En dépit de toutes ces initiatives, beaucoup reste à faire pour protéger le fleuve Niger, de plus en plus menacé de disparition. Fort heureusement, l'espoir est permis car la lutte pour la sauvegarde écologique du fleuve Niger et de ses ressources vitales est déjà au cœur des actions gouvernementales. En marge de la 11e édition du Tour cycliste du Mali, la Fédération malienne de cyclisme, en partenariat avec le port autonome de Dakar, a remis des dons aux pupilles de la nation à Ségou, un don composé de sacs de sucre, de bidons d'huile et de cartons de pâtes alimentaires, suivant le compte-rendu de la remise avec nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré. Ségou a été le théâtre d'un acte de générosité à l'occasion de la 5e étape du 11e Tour cycliste international du Mali. En marge de cette compétition sportive de haut niveau, la Fédération malienne de cyclisme, en partenariat avec le port autonome de Dakar, a fait une remise de dons aux pupilles de la nation. Une action qui témoigne de l'engagement des acteurs du sport et du secteur privé en faveur des jeunes vulnérables. Nous tous ne sommes pas échappés. Nous pouvons ne pas échapper. Nos enfants peuvent se retrouver pupilles.
Donc soyons solidaires avec eux. Que les plus hautes autorités du Mali, qu'ils sachent tous que le port de Dakar est le port du Mali. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de la marchandise malienne une priorité. Les dons, composés de 70 bidons d'huile, 70 sacs de sucre et 70 cartons de pâtes, ont été remis avec enthousiasme en présence de divers acteurs de la région et du monde du sport. Ces produits alimentaires de première nécessité constituent un soutien crucial pour les enfants orphelins dans un contexte où les besoins alimentaires sont pressants. Nous avons à notre niveau, au niveau de la Fédération malienne de cyclisme, bien évidemment, un projet pour que chaque pipi ait au moins un vélo. Et nous allons également soumettre ce projet au port autonome de Dakar pour accompagner sur l'ensemble du territoire national les pipis afin que ces jeunes gens puissent oublier un peu en tout cas ce qui est à déplorer un peu et qu'ils sachent dorénavant que nous sommes là au niveau de la Fédération malienne pour les accompagner comme leur papa. Cette initiative à Ségou rappelle à tous l'importance de la solidarité et de l'entraide au sein de la communauté. Au-delà de la valeur de la donation, c'est le geste. C'est le geste et la cible qui est plus importante. Je tiens à remercier le port autonome de Dakar pour ce geste et remercier la fédération également pour son lobbying, le leadership, parce que je pense que c'est de la fédération que peut-être la sollicitation est venue. Et comme vous venez de le dire, le geste déjà en vaut vraiment satisfaction. Ce partenariat entre la Fédération malienne de cyclisme et le port autonome de Dakar est un pas significatif vers un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes. En troisième région, le projet NORAD, en partenariat avec l'UNICEF, a procédé au lancement d'une initiative ambitieuse dans les régions de Sikasso, Bougouni et Kita, avec un investissement de plus de 311 millions de francs CFA. Ce programme vise à améliorer significativement la qualité de l'éducation dans ces zones. Le reportage de Yourou Baladjabate et Souleymane Bamba. L'UNICEF, en partenariat avec le gouvernement du Mali et le soutien de NORAD, lance un ambitieux projet à Sikasso pour renforcer la résilience des enfants et des communautés face aux défis éducatifs, sanitaires et nutritionnels. Une initiative phare pour un avenir plus équitable pour les enfants. Il couvre 10 écoles du fondamental 1 dans 4 communes du Cap de Kignan pour une durée d'1 an de janvier à décembre 2025. Le coût du projet est estimé à plus de 311 millions de francs CFA pour les régions de Sikasso, Bougouni et Kita. Ce projet sera mis en œuvre dans les mêmes régions que les précédents projets du NORAD afin de favoriser un environnement scolaire plus inclusif et favorable. Et le projet mettra l'accent sur la création d'une atmosphère transformatrice fondée sur le genre qui profite à tous les élèves. Le nouveau projet NORAD, dans sa mise en œuvre, sera axé sur les formations des CGS et AME, les dotations des écoles, des kits scolaires et pédagogiques, la réhabilitation des salles de classe, le suivi, etc. Et adoptera une stratégie d'appui aux communautés de base, d'où le renforcement des conditions d'apprentissage des enfants et des enseignants. Cet atelier a pour objectif d'informer et de partager avec les parties prenantes pour garantir une compréhension claire et commune des activités du projet, afin que chaque acteur joue pleinement ses rôles et responsabilités pour la réussite du projet. Cet événement m'offre l'occasion de réitérer toute la reconnaissance à notre partenaire technique et financier, notamment l'UNICEF. Alors que les rideaux se referment sur la cérémonie de lancement, l'espoir s'ouvre pour des milliers d'enfants dans le Cap de Kignan. Avec NORAD de l'UNICEF main dans la main, c'est tout un territoire qui mise sur l'avenir. Le Lions Club de Koutchala donne le sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Saint-Joseph de Karangasso dans la commune de Namfaga. Sur place, les Lions et plusieurs autres personnes de bonne volonté ont collecté plus de 2 millions de francs CFA et ont fait des dons en nature estimés à 800 000 francs CFA. Le reportage de Brima Kone et de Amadou Dolo depuis la capitale de l'Or Blanc.
Cérémonie de réception du gouverneur du district 403A1 du Lions Club couplé au parrainage des enfants de l'orphelinat Saint-Joseph de Karangasso dans la commune de Namfanga. L'événement aura permis de collecter sur place 2 450 000 francs CFA plus des dons en nature estimés à 800 000 francs CFA au profit des orphelins. Cette année, on a voulu élargir cette aide que nous les apportons à l'ensemble de la communauté pour faire connaître l'orphelinat au sein de la communauté afin que certains puissent les aider de temps à autre au-delà de ces rencontres-là. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'agir, d'offrir non seulement des dons, mais aussi de l'espérance, du soutien moral, du parrainage, de tisser des liens durables avec ses enfants. Cette action du Lions Club s'appelle Projet Djigitougou au profit de l'orphelinat Saint-Joseph de Karangasso. Elle devra inciter plus d'un à l'accomplissement d'un devoir religieux qu'est de visiter et porter secours aux orphelins dans leur affliction. Tout enfant qui a perdu soit un parent, soit ses deux parents, il est vulnérable à tout point de vue. Cette vulnérabilité, en principe, doit susciter chez tout le monde une empathie universelle. L'orphelinat est le seul lieu où nous pouvons interner avec assurance les enfants abandonnés. Nous pouvons espérer pour tous ces enfants une meilleure prise en charge pour qu'ils puissent devenir de bons citoyens de demain. De sa création en 2008 avec une capacité d'accueil de 10 enfants en nos jours, l'orphelinat Saint-Joseph de Karangasso a accueilli 161 enfants. Actuellement, il en compte 32. Présentement, nous sommes dans la cité des Rails. Le carrefour des jeunes de Caille a abrité ce week-end la 5e édition du Sigidor. L'événement était placé sous la présidence du gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Soumaré, en présence des organisateurs, les lauréats et beaucoup de personnes venues témoigner leur sympathie aux heureux récipiendaires. Parmi les récipiendaires, notre consoeur Kansoutou Kanouté, directrice de la station régionale ORTM Caille. Le reportage de Brahima Dao. Ils sont 10 lauréats à recevoir leurs différents trophées Sigidor 5e édition. Il s'agit des trophées hommes des médias, d'excellence, des femmes modèles, des philanthropes de l'année 2024, des Chiwara, des jeunes leaders, des mérites partenaires, du Vivre Ensemble, du trophée spécial et du trophée Femmes de l'année. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction en recevant ces trophées en guise de reconnaissance pour le travail abattu dans leurs différents domaines respectifs. C'est l'aboutissement d'un travail collectif. Je suis honoré et je reçois ces trophées. Je les dédie au nom de toute la communauté éducative de Caille. Le courage, l'abnégation et le sacrifice de soi ont une récompense. Je dis grand merci à mes chefs, le directeur de la radio rurale et le directeur général de l'ORTM. C'est grâce à lui que nous avons été vus parce que ce n'est pas tous les chefs qui reconnaissent les efforts de ces agents. Ce trophée-là, je le dédie à tous les agents de la station régionale de Caille et aussi au chef de l'exécutif régional qui n'a cessé de nous accompagner. Sigidor a un seul objectif, il s'agit de dénicher et de récompenser des personnes, des hommes et des femmes qui se sont engagés dans le développement régional. Donc nous sommes très satisfaits de ces résultats. Depuis 5 ans déjà, nous sommes sur cette activité et c'est une question de pérennisation qui est là et nous sommes vraiment engagés à pouvoir le faire. Le général de brigade Moussa Soumaré a chaleureusement félicité les organisateurs de ce grand événement avant d'exhorter les lauréats de cette 5e édition à persévérer sur la même voie. C'est la première fois que nous avons autant de chefs de service parmi les lauréats. Et cela veut dire que nos services régionaux se font également remarquer dans le bon sens. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le monde se met au service de la population. Si déjà nous avons autant de chefs de service qui sont récompensés, cela aussi est un motif de satisfaction pour moi-même en tant que chef de l'administration de la région. Bien sûr, les forces armées et de sécurité qui sont aussi récompensées à travers le commandant de zone pour le travail de sécurisation des personnes et leurs biens pendant l'année 2024. Vivement la prochaine édition. Oui, bravo aux récipiendaires. Le collectif pour 5 ans ou plus propose la suppression des partis politiques. Il a fait savoir lors d'un point de presse suivi par Aliou Abdoulaye Touri.
L'une des vocations des partis politiques est de contribuer à la formation et l'éducation citoyenne des militants au civisme. Ils doivent ainsi participer à la construction de la cité. Mais ces derniers temps, force est de constater la prolifération des partis politiques avec plus de 200 formations. À travers ce point de presse, le collectif 5 ans ou plus demande au gouvernement la dissolution des partis politiques. Peuple malien, il est temps de regarder la vérité en face. Notre espace politique est saturé par des partis sans base idéologique, sans projet de société crédible et sans volonté réelle de transformation. Leur prolifération anarchique constitue un obstacle majeur à la refondation de l'État. Leur dissolution n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour assainir la gouvernance et poser les jalons d'un Mali nouveau. Nous, collectif pour une transition de 5 ans ou plus, appelons les autorités de la transition à prendre leurs responsabilités, dissoudre sans équivoque l'ensemble des partis politiques existants au Mali. Cette mesure permettra de reconstruire un paysage politique sain, rénové, en adéquation avec les aspirations profondes du peuple malien. Le collectif 5 ans ou plus entend se battre pour ses idéaux. S'agissant de la position exprimée lors de ce point de presse, le dernier mot revient aux autorités de la transition. Les 16 et 17 avril 2025 sont tenus à la chancellerie de Brazzaville en République du Congo et en RDC les travaux des consultations des Maliens établis dans les deux juridictions dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. Au terme des 2 jours de travaux, les participants ont formulé des propositions et des recommandations diverses. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de Agibou Diallo, ambassadeur du Mali au Congo, un extrait choisi par Bemba Sibi. Les 16 et 17 avril se sont tenus à Brazzaville les consultations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur en ce qui concerne la résolution de Brazzaville. Je remercie les Maliens établis au Congo, en République du Congo et en RDC qui ont répondu massivement, en tout cas à notre appel. Et je crois que durant ces 2 jours de travaux, nous avons eu à faire œuvre utile, en tout cas en nous prononçant sur les recommandations pertinentes des assises nationales de la refondation ayant trait, en tout cas aux partis politiques qui nous avaient été soumis et sur lesquels nous devions plancher et faire à notre niveau, à notre tour également des recommandations qui feront l'objet d'un rapport et qui seront transmis pour la phase nationale. C'est dans un souci d'inclusivité. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ces assises, ces consultations se font aussi bien au niveau national qu'à l'extérieur dans les 49 ambassades et consulats du Mali. Donc c'est une invite, en tout cas à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, en tout cas pour se pencher sur ces recommandations pertinentes des assises nationales de la refondation qui participent encore une fois, comme je dis, de la refondation du renouveau du Mali, d'un Mali courant. Donc nous osons espérer que de contributions, en tout cas des discussions enrichissantes que nous avons eues au cours de ces 2 jours, que ces recommandations et ces conclusions puissent retenir l'attention de nos autorités. Et cette mauvaise nouvelle, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble des membres et du personnel parlementaire ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de l'honorable Mohamed Ould Sidi Mohamed. Survenu ce samedi 19 avril 2025 à Bamako des suites d'une courte maladie. L'honorable Mohamed Ould Sidi Mohamed, ancien député de la législature 2014-2020, était membre du Conseil national de transition de décembre 2020 jusqu'à son rappel à Dieu ce samedi 19 avril 2025. Il était membre de la commission de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, de la jeunesse,
des Sports, du Travail et de l'Emploi en qualité de vice-président. La levée du corps a eu lieu aujourd'hui à 16h dans sa famille, sise à Zerny. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille durement éplorée et à ses proches. Voilà, à suivre dans nos programmes ce soir, l'émission 100% Jeunes avec Mannequin et toute son équipe. Parmi les artistes, Cheikh Bi, Badri Escobar, Mata Diallo. Voilà. Mami la Star et Chocolat Man. Les essais en direct. Une émission 100% jeune que vous pourrez suivre tout à l'heure. Un week-end de show sur ORTM1 juste après ce journal-là. 100% jeune. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.